Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission dominicale de 15h30, exceptionnellement enregistrée à l'avance et donc pour celles qui ont l'habitude de nous suivre en live, il n'est pas malheureusement possible aujourd'hui de poser vos questions, mais vous savez que le réseau social est disponible et que vous pouvez après l'émission, après l'avoir écoutée bien sûr, commenter, poser des questions, on vous répondra avec plaisir. Et aujourd'hui, on vous propose une émission autour de la famille, autour de la cohésion familiale, des relations parents-enfants et comment faire pour renforcer justement cette cohésion familiale. Et on en parle aujourd'hui, je suis accompagnée de Linda. Bonjour Linda. Salut, bonjour à tout le monde, bonjour Joël, bonjour Evelyne. Evelyne pense qu'on a le plaisir, l'honneur et l'honneur de recevoir aujourd'hui sur Focus Sur. Donc, comme on dit, on n'est pas en direct exceptionnellement. Et Evelyne pense, comme d'habitude, vous me connaissez, moi je vais vous faire une description loin d'être objective de notre invité, mais j'assume comme d'habitude. Evelyne pense, c'est une dame que je rencontre par l'intermédiaire d'un proche de ma famille et qui fait beaucoup de choses. C'est ce que j'appelle une femme d'influence. Elle n'a pas quand je dis ça, mais c'est une femme d'influence qui impacte réellement les gens dans la vie au quotidien, dans la vraie vie. Et elle est très très loin des réseaux sociaux, donc c'est normal sur la communication que vous allez voir sur les réseaux sociaux que vous avez vu. Il n'y a pas de hâte sur Twitter ou sur Facebook parce qu'elle n'est pas à l'aise avec ça. Et à chaque fois, ça fait des mois quand la tannait pour dire, écoute, Evelyne, ce que tu fais, c'est beau, c'est magnifique. C'est dommage que les gens ne puissent pas le voir à travers l'outil Internet. Et après de longs mois d'hésitation, elle nous fait confiance aujourd'hui et merci encore pour cela, Evelyne, pour pouvoir partager cette heure avec nous. Evelyne, elle est dans le domaine académique depuis plus d'une vingtaine d'années, c'est ça? Si je ne dis pas de bêtises, oui, un peu plus même. Un peu moins dans le domaine académique, ça va faire 13 ans. Ouais. Et après, j'ai dans le social, oui, plus de 20 ans. Donc, on est vraiment avec quelqu'un qui est au cœur même du sujet parce qu'elle rencontre les familles en tant que conseillère principale d'éducation dans un collège dans le sud-ouest de la France. Donc, on est en ce moment à Pau. Elle connaît bien la problématique qui touche de nombreuses familles en ce moment pendant le confinement. Après le confinement, ça s'est vraiment renforcer, empirer, on en discutera justement et je pense que c'est un sujet qui peut parler justement à la mère que vous êtes si jamais aujourd'hui vous rencontrez quelques difficultés en rapport avec votre enfant, qu'il soit au collège ou votre préadolescent ou votre ado, je pense que ça va vraiment être une heure enrichissante, je l'espère. Et donc voilà, Evelyne, c'est quelqu'un de très très profondément positif et j'espère vraiment que cette émission va aider au maximum de personnes et on aura, j'espère, le plaisir encore de recevoir Evelyne pour tout un tas d'autres sujets parce qu'elle a vraiment beaucoup on a beaucoup à apprendre d'elle et j'ai hâte moi que vous en sachiez un peu plus sur elle, mais je vais la laisser se présenter comme elle souhaiterait que vous la connaissiez. Voilà. Bon, là je vais me présenter plutôt en tant que conseillère principale d'éducation et en même temps mère et grand-mère où j'ai ces volants. On laisse de côté l'aspect femme, la relation aux salariés, aux collègues, à la hiérarchie, où on va mettre ça plutôt, on abordera dans une autre émission ou sous une autre thématique. Là, l'objectif, c'est vrai, la relation femme-mère-enfant. Comment se construit cette relation dès la petite enfance? Que se passe-t-il lorsque vous tournez la première fois votre petit bout de chou dans les bras, il vient de naître? Est-ce qu'il correspond à votre idéal? C'est-à-dire à l'enfant que vous avez envisagé lors de la naissance, ou est-ce qu'il ne correspond pas? Vous êtes déçu parce que vous aurez souhaité qu'il ait les yeux bleus, mais il a les yeux noirs, vous aurez souhaité qu'il ait les cheveux frisés, mais il les a pas. Enfin, vous cherchez quelque chose, ou alors vous l'acceptez tel qu'il est, cet enfant, ça y est, bienvenue à cette nouvelle vie au sein de la famille, qui va bien sûr bousculer la vie familiale. Et comment va se réorganiser donc cette vie familiale tout autour, c'est-à-dire quelle va être la place du papa dans la relation mère-enfant qui est quand même assez importante, quelle place on va lui laisser. Et là, chacun y trouve sa solution. Il n'y a pas de véritable solution, je vais pas dire faites comme ci, faites comme ça. C'est en fonction de ce que vous êtes vous, de ce que est votre compagnon ou votre mari et de ce que vous ressentez et aussi de votre mode de vie. Et de votre temps libre.
Parce que le temps, il est très concentré. Je dirais, le temps est une denrée très rare en ce moment. On est toujours en train de regarder l'heure, on est toujours en train de contrôler le temps qu'on passe avec son enfant, et on se dit oui, mais en même temps, on n'est pas à 100% avec son enfant, puisqu'on est en train de se dire oui, mais je devrais préparer ce travail, mais je n'ai pas fait ça au travail. C'est-à-dire qu'on n'est pas à 100% disponible à l'écoute de son enfant. On entend l'enfant, mais est-ce qu'on l'écoute vraiment et est-ce qu'on le voit vraiment? Là est la question qu'on peut se poser aussi. Moi, j'ai justement, Evelyne, une question sur le temps. Justement, puisqu'en tant que maman, c'est vrai que, surtout quand on est une maman qui travaille, qui court un peu partout, le temps des transports, etc., on dit il faut passer du temps avec son enfant. Il faut passer du temps avec son enfant. Mais à quoi employer ce temps? Ce temps, justement, qui est tellement réduit, comment on peut l'optimiser, entre guillemets, au maximum? À quoi on peut employer ce court temps qu'il nous reste à passer avec notre enfant? Moi, par exemple, je sors du travail. Ma fille, elle sort de l'école, il est 16h30, voire des fois 18h quand elle reste au centre de loisirs. Et puis ensuite, entre manger, aller se brosser les dents, se coucher, etc., il reste pas énormément de temps en fait. Et passer du temps avec son enfant, oui, mais qu'est-ce qu'on doit choisir, qu'est-ce qu'on doit privilégier dans ce court temps justement qu'on a avec notre enfant? Est-ce que vous pouvez accorder à un moment donné 10 minutes à vous asseoir sur le canapé et à laisser tout le rituel qui est la préparation du repas, la douche, les devoirs, prendre 10 minutes et on se pose. 10 minutes s'asseoir sur le canapé et savoir comment la journée s'est passée, comment échanger. Prendre simplement 10 minutes parce que c'est le temps, c'est la qualité du temps. Si on avait son enfant et occupé à faire autre chose et stressé parce qu'on n'est pas rentré dans le rituel, après alléger ce rituel. Parce que c'est des parents qui se mettent des rituels, et à telle heure, c'est le repas, à telle heure, c'est la douche. Chacun a son rituel, hein. Je ne vais pas énumérer. C'est qu'à un moment donné, on ne peut pas faire telle étape. Ce n'est pas grave, on passe à l'étape suivante. Le tout, c'est l'heure du coucher, approximativement à un quart d'heure près. L'enfant doit être au lit pour pouvoir récupérer et favoriser l'apprentissage de la journée. Mais pas toujours avoir réglé comme un métronome, parce qu'après, l'enfant ne va pas admettre l'imprévu. Il va s'intéresser. Donc à un moment donné, on n'a pas le temps, c'est dire à son enfant, écoute, on va pas faire cette étape-là, on va passer à l'autre étape, je te douche pas ce soir, mais ça sera demain matin, parce qu'il y a quelque chose d'urgent, il y a quelque chose d'important que je veux pas faire avec toi, ou l'enfant a besoin de faire avec vous raconter une anecdote de la journée où il n'a pas fini, au lieu de lui dire, des fois on lui dit pas, allez, et après, c'est prendre son temps parce qu'on accélérateur, c'est dire, attends, on va se poser, je crois que là, on a besoin de parler. Lui et vous aussi. C'est un moment de faire, je coupe avec ma journée parce que, est-ce que vous, pendant le trajet, avez-vous pu couper avec votre travail? Est-ce que dans votre tête, il n'y a toujours pas le travail qui est derrière? Il n'y a pas toujours les soucis. Donc, ce qui fait que vous voyez votre enfant, vous l'embrassez, à la sortie du centre de loisirs ou de l'école, mais vous êtes toujours à votre travail, surtout s'il y a eu des tensions. Donc, à ce moment, l'enfant, il arrive, il vous marque pas l'attention, vous le voyez un peu grognon, vous voyez que sa journée s'est pas bien passée, immédiatement vous allez vous culpabiliser. Et oui, je suis pas là parce que je rentre du travail. Donc arrive un système de culpabilisation qui n'a pas lieu d'être. C'est simplement, je travaille, mon fils ou ma fille n'a pas passé une belle journée, essayons de voir qu'est-ce qui s'est passé et de prendre du recul par rapport à l'événement. Donc, c'est sûr que c'est, moi quand je dis du temps, c'est pas prendre 1 heure ou 2 heures, vous pouvez être 1 heure ou 2 heures avec votre enfant sans être présente. Et faire des choses avec lui sans être entièrement présente. Parce que je crois que les enfants sentent quand on est physiquement présente, mais que dans un point de vue psychologique, on n'est pas là, ils le sentent aussi. Oui, ils sentent distance. La distance, ça on dit ils intuitent. L'enfant intuite. Il vous dira, oui maman, tu ne m'écoutes pas. Et puis, ils vont faire répéter. Et vous allez dire, mais et après, à un moment donné, vous répétez, puis à un moment donné, vous dites, enfant, attends, on va se poser, parce que là, on ne s'écoute pas. Non, mais on ne s'écoute pas. Donc, on n'a pas mis les bonnes conditions pour instaurer un dialogue. Donc, c'est toujours, ça dépendra de vous. Il y a toujours un lieu privilège, où c'est la chambre, ou c'est le salon, ou ça peut être au moment du goûter. C'est le lieu, c'est le moment où vous sentez l'opportunité, et vous aussi, vous vous sentez détendu, parce que on a besoin tous les deux d'être détendus. Mais là, sans être culpabilisés. Là, je réfléchis comme ça à ce que vous dites, effectivement, toutes les deux, parce que
là, c'est plus, on guillemets, un peu plus simple, on va dire, quand il y a un enfant. Mais quand il y a une fratrie, ils sont 3, ils sont 4, avec forcément des âges différents, avec peut-être des envies, des besoins différents. Est-ce que c'est 10 minutes qu'on partage avec les 3, avec toute la fratrie, ou est-ce que c'est 10 minutes individuelles qu'on prend? Est-ce que, voilà, je sais qu'il y a pas Tout est possible, tout est possible. Vous pouvez passer un moment les 3 ensemble. Un moment, c'est par exemple, si vous avez un petit bout de chou de 6 mois, un autre de 3 ans, les besoins ne sont pas les mêmes. C'est dire, écoute, tu vois l'aiguille là, vous mettez une pendule. De là à là, je suis avec ton frère ou avec ta sœur, et après, je viens à toi. Il faut que tu sois patient, et on lui donne une activité. Et ensuite, on respecte son contrat. C'est-à-dire on sait qu'on a estimé le temps qu'on va passer, le temps de changer l'autre petit, ou de donner le biberon, ou de calmer, qu'on va s'occuper de l'autre enfant. Et ensuite, on se remet de nouveau ensemble, parce qu'il faut apprendre à vivre ensemble et partager les valeurs. Et que, bon, être frère aîné, c'est pas toujours évident, ça s'apprend. C'est difficile d'être l'aîné. Parce qu'ils ont tendance à penser que le petit frère ou la petite sœur accapare la maman, et que la maman l'aime moins. Donc là, c'est simplement dire que là, c'est du point de vue, il faut que je lui donne à manger, il a ce besoin-là. Mais question à faire, c'est les deux. Voilà. C'est vraiment remettre la relation, et alors faire des petites figurines avec un cœur, n'importe quoi, faire des dessins, mais montrer qu'à ce moment-là, sur le plan affectif, le lien, c'est les deux. Mais le petit frère ou la petite sœur a besoin du biberon, ou l'autre frère a besoin d'aide parce qu'il est à l'apprentissage de la lecture, le plus grand il a un peu plus d'autonomie. Donc c'est valoriser l'autonomie, et puis mettre aussi de la coopération. Pourquoi pas à un moment donné, est-ce que tu ne veux pas aller chercher la couche, tu vas aider maman, faire des ateliers participatifs aussi. Mais il ne faut pas toujours faire la même chose, il faut moduler en fonction de la situation et de vous comme vous êtes. C'est pas se mettre une pression en disant je dois être au top, toujours maîtriser, ça doit être carré, parce que sinon je vais me culpabiliser, l'enfant va ressentir que je suis un peu angoissée, que je suis un peu stressée, que je suis allée un peu trop vite, ou que je le néglige. Non, c'est la vie. Comparé à la vie, la réalité. Après, ce qui n'est pas bon, c'est de faire les choses sans le voir. C'est-à-dire, je lui donne un biberon, mais je regarde la télévision, mon portable en même temps. Je fais un jeu, je joue un peu au puzzle, je fais une lecture, mais en même temps, je regarde un écran. C'est un peu couper les écrans dans la maison. Si vous coupez les écrans dans la maison, mais tous les écrans, je veux dire, pas la télé, coupez tous les écrans, vous allez voir qu'immédiatement, la relation va être tout autre. Parce qu'à un moment donné, on est intéressé soit par son portable, j'ai entendu le ding, j'ai peut-être un SMS. Et à ce moment-là, on n'est plus avec son enfant, parce qu'on se dit, il y a peut-être un truc important. C'est savoir se couper des écrans ou de son portable pendant un petit moment, en disant, bon, rien de grave va arriver, je le coupe, parce qu'à ce moment-là, je veux passer un petit moment avec mon enfant, ou en famille et serein. Et après, je rallume et je vais consulter le portable. Parce que ça, c'est quand même, c'est un objet intrusif. Et qui, c'est la priorité. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire que vous êtes en train de jouer avec votre enfant, vous êtes en train de communiquer avec des plus grands, le téléphone sonne, vous arrêtez, vous prenez le téléphone. Moi, je laisse passer en messagerie. Je suis avec l'enfant. Des fois, il arrive que mon petit-fils dise, mais mamie, le téléphone sonne. Il y a un répondeur. Je suis avec. C'est pas l'extérieur qui vient rentrer dans la relation avec l'enfant, non. Je suis avec toi, je regarde après le répondeur dès que j'ai 5 minutes et il n'y a pas de souci. On peut différer. Mais on est tellement habitué à prendre le portable, à répondre au téléphone, que non, moi je trouve que c'est vraiment intrusif, c'est regrettable. Parce qu'après, l'enfant est passé à autre chose, et même vous passez à autre chose. Vous n'êtes plus dans la même dynamique, alors que vous étiez sur un sujet de discussion, il est coupé, il faut le reprendre. Entre-temps, vous avez réfléchi, et votre réponse va être différente. C'est par rapport à la communication que vous avez eue, ou parce que ça vous apporte un autre souci, ou autre chose. Des fois, c'est une bonne nouvelle, vous pouvez changer, je veux dire, d'attitude. Moi, le sujet... Vas-y, Joël, pardon. Joël, je voulais revenir. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Est-ce qu'on m'entend? Oui, pardon. Non, je voulais revenir justement sur la culpabilité, puisque Evelyne, vous avez évoqué à plusieurs reprises la culpabilité. Et nous, sur The Focus, on essaie quand même de libérer les femmes de la culpabilité.
Ça coupe. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous... Mais ça coupe vachement. En fait, l'image est fichée et là, c'est Ah, bon. zut. Ah, d'accord, je suis désolée. Est-ce que vous m'avez entendu? Non, pas toute la question sur la culpabilité. Comme Ouais. je disais, sur The Focus, où on essaye quand même de libérer les femmes de ce truc-là, que ce soit dans leur rôle de mère, au travail ou etc. Je vais revenir dessus. Est-ce que, très souvent, est-ce qu'on éprouve de la culpabilité vis-à-vis du rôle qui éprouve de la culpabilité, mais parfaites qu'elles doivent être en fait. Est-ce qu'on peut, on peut dissocier ces deux culpabilités ou elles se rejoignent? Alors, moi je dirais que la culpabilité va arriver par rapport à la mère, l'estime de soi qu'elle a et la reconnaissance de ses compétences. C'est par rapport à ça. Oui. Et par rapport à quelle norme? Qu'est-ce qu'elle s'est mis en tant qu'idéal, en tant que, alors chacun met son idéal en tant que maman, mais il est plus ou moins influencé par son histoire familiale, ou influencé par des amis, ou influencé par les réseaux ou tout autre. Donc à un moment donné, si la maman a une bonne estime d'elle et se sent compétente dans son rôle de maman, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de sentiment de culpabilité parce qu'elle fait en fonction de son ressenti et elle ne tombe plus sous les influences. Par contre, si la maman n'a pas une bonne estime de soi, elle peut être influençable et à ce moment-là arrive le sentiment de culpabilité parce qu'elle ne correspond pas à la norme ou à l'idéal qu'elle a construit elle-même. C'est elle-même qui construit ça. Donc, comment enlever ces barreaux, je veux dire, sur la représentation en tant que mère, parce que quand on voit les dictats qui arrivent sur la femme pour être mère, c'est énorme. Il n'y a pas le manuel du parfait parent. Ça n'existe pas. Donc, chaque famille, chaque unité a son propre fonctionnement, mais il y a des valeurs communes. Et le vivre ensemble, qu'est-ce que c'est? C'est pas côte à côte. C'est pas être chacun dans une pièce derrière un ordinateur. C'est partager des valeurs et partager des moments. Donc, à partir du moment où il y a des valeurs qui correspondent aux valeurs de l'extérieur, l'enfant va trouver ses repères et vous aussi. Et vous aussi, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir appartenir. Parce qu'après arrive la notion d'appartenance. L'appartenance et aussi arrive l'attachement. Parce que cette relation, c'est un attachement. Et la question principale, c'est, moi je dirais, pourquoi on a voulu cet enfant? Qu'est-ce qu'on veut avec cet enfant? Est-ce que cet enfant va représenter son doudou, ne pas être seul? Est-ce que cet enfant, on le considère comme un futur homme ou une future femme à qui on va donner la liberté et de pouvoir se réaliser? Qu'est-ce qu'on souhaite pour cet enfant ou qu'est-ce que la famille souhaite pour cet enfant? C'est cette projection qui aide. Parce que si vous considérez en fonction des motifs pour lesquels vous avez eu cet enfant. Je ne dis pas qu'il y a des bons ou des mauvais, mais si cet enfant, c'est lui, il va pas me quitter, il restera avec moi, et puis des fois, il remplace le conjoint qui n'est pas là, c'est un peu le doudou, il rassure, et puis ça donne un sens à sa vie. Non. L'enfant, il doit prendre sa liberté, il doit prendre son envol et on le prépare. C'est certes qu'on a transmis ses gènes, ok, mais c'est une prolongation de soi, mais il doit faire sa propre expérience. L'objectif, c'est de voir cet enfant, si je peux dire, utiliser l'image d'un oiseau qui prend son envol. Et on est juste là pour l'accompagner dans cette démarche-là. Et cet enfant ne vous quittera jamais. C'est être rassuré sur ce lien, qu'il est indestructible. Ouais, c'est ça. Moi, dans mon rôle de mère, j'ai pas beaucoup d'appréhension ni de crainte en tant que telle, parce que j'essaie de mettre dès le bas âge la communication, une bonne cohésion, en tout cas la définition, comme tu dis, de ce que je considère comme être une bonne cohésion familiale. Et c'est vrai que la seule petite crainte que je pourrais avoir, en tout cas je m'exerce déjà à ne pas que ça se produise, c'est le côté influence, c'est-à-dire que j'aimerais que ma fille voit en moi, enfin, en tout cas nos enfants voient en nous des personnes suffisamment disponibles et ouvertes pour que lorsque
lorsqu'elles voudront se confier, parce que moi je pense déjà à l'époque du collège, du lycée, il va falloir faire des expériences dehors. Moi c'est un peu ma crainte. Bon, je sais qu'elle n'est pas du tout influençable, en tout cas elle n'a pas l'air là à cet âge-là, mais ma crainte c'est en grandissant qu'elle préfère faire ces expériences de tout à l'extérieur de la maison qu'avec. Et c'est pour ça que je dis que la cohésion familiale, je pense que c'est important qu'il y ait effectivement cette histoire de dialogue et cette histoire où elle voit et elle sent qu'on est là pour elle parce qu'on passe des moments de qualité. Je voudrais construire ça en fait. Est-ce que toi en tant que psychologue, parce que je sais que Evelyne, tu as aussi une belle formation en tant que psychothérapeute et psychologue, est-ce qu'il y a des petites astuces, des petites méthodes comme ça que je dois peut-être mettre en place ou améliorer pour permettre que, après t'es pas non plus médium, personne ne l'est, mais pour pouvoir juste avoir les billes, tu sais, pour construire une relation avec la pré-ado que j'aurais, parce que si elle est comme moi, enfin, elle est un peu comme moi, j'étais une ado un peu rebelle. Donc honnêtement, mais à culpa avec mes parents, j'aimerais pas vivre la même intensité parce que j'avais l'impression de ne pas être comprise étant ado. Donc j'ai préféré moi faire des expériences avec des amis et Dieu merci, j'étais bien entourée. Mais je voudrais pas que ma fille fasse la même chose toute seule. Parce que j'avais quand même une sensation d'être un peu seule parfois avec mes expériences et je ne voudrais pas qu'elle vive ça et donc on n'a pas une relation amie mère, mais je voudrais qu'elle soit libre, c'est ça, libre de me parler. Est-ce qu'il y a des astuces comme ça que tu pourrais proposer, conseiller, j'en sais rien. Alors ça va être difficile parce que ça va dépendre de la personnalité de l'enfant. La problématique vient de là, c'est que l'enfant, à partir de la préadolescence, il va vouloir faire une nouvelle page et se détacher de la page des parents. Donc forcément, il va rentrer en conflit avec toi, avec la maman. Donc ça, il faut l'accepter, il faut accepter cette réorganisation. Après, il ne faut pas oublier que quand on dit famille, il y a les grands-parents, il y a les oncles, il y a les tantes. Ouais. Et à l'intérieur de cette grande famille, forcément l'enfant, à un moment donné, quand il hésite sur un sujet, il trouvera dans la famille une personne à qui aller parler si c'est pas vous. C'est délicat de parler avec maman ou papa, parce que par moment, ils partent du principe que le jugement n'est pas valable. Si par exemple, ils se posent des questions sur comment je suis, est-ce que je suis belle, est-ce que je suis beau, ils vont pas demander à papa et à maman parce que la question, il va me dire forcément maman que je suis belle. Mais par contre, s'il y a une tante ou des amis de la famille avec qui il y a des liens, ils vont aller chercher dans ce regard, ils vont chercher dans le regard leur image et pour voir si ça correspond. C'est toujours, vous avez ce regard je veux dire, vous avez un œil bienveillant. Je ne veux pas vous transformer parce que quand on part trop dans l'excès, on devient des parents drones, ou vous savez, on surveille. Mais vous surveillez du coin de l'œil les interactions et vous voyez avec qui l'enfant rentre en interaction et avec qui le message peut mieux passer. Parce que par moment, on n'est pas toute seule dans l'éducation. Il faut faire confiance aux autres. On a tendance à vouloir dire je vais tout mener de front. Il ne faut pas, je veux dire, les grands-parents, les oncles, les tantes, les amis apportent aussi à l'éducation dans la mesure où ils partagent vos valeurs, où ils doivent accepter. Voilà. Tout ça rentre en ligne de compte. Je veux dire que l'éducation, on a tendance à refermer sur la cellule parents, mère, enfant, alors qu'au contraire, si on regardait avant, le village, tout le monde avait un œil sur les enfants. Tout le monde regardait et tout le monde était dans... Et ça, on l'a oublié parce qu'on s'est renfermé dans ses appartements, dans sa bulle, je veux contrôler. Vous êtes les garde-fous en disant, maman, elle est là, donc moi, je pense bien, c'est ce qu'elle va dire. Et c'est ce que je dois faire. Mais je vais m'appuyer sur le garde-fou, voir ce que dit maman, ou voir ce que dit papa. Ne pas avoir cette crainte-là. Faut vraiment, à un moment donné, le plus dur, moi je dis de dire à un enfant, c'est de dire non et se dire, si je dis non, il ne va pas m'aimer. Non, vous n'êtes pas, là vous êtes sur le rôle d'éducateur. Maman peut dire non, mais l'affection, on ne met pas un chantage affectif. C'est-à-dire, si tu fais ça, ça on l'enlève. Ça on enlève tout de suite. Tu fais ça parce que il y a des conditions pour obtenir quelque chose, mais pas par rapport à de l'affection, un lien affectif. Et sur la cohésion familiale, comment on fait pour la maintenir? Est-ce que
Je parle là des deux parents, quand qu'ils ne sont pas d'accord, ou est-ce que c'est mieux d'aborder la gestion de conflit, entre guillemets, comme on dit, avec tout le monde et montrer que papa et maman sont pas d'accord et que ça puisse être une sorte d'apprentissage. On a les parents qui sont pas toujours d'accord sur le sujet, sur ce qu'il y a à transmettre à l'enfant ou sur une décision à donner à un enfant ou quelque chose comme ça. Bon, alors c'est vrai que quand dans les cas des séparations où le père a une approche différente de la mère, il faut essayer de trouver un consensus sur, je veux dire, les règles de vie essentielles par rapport à l'éducation. Là, il y a un consensus à trouver. Après, il peut y avoir une différence. Ça, c'est pas un problème parce qu'on appelle ça en sciences d'éducation la citoyenneté plurielle. L'enfant a une grande capacité d'adaptation. Il va savoir ce que la maman attend et ce que le papa attend. Et là, il faut pas faire d'interaction en disant oui, mais c'est normal, papa il est plus libre ou maman il est plus libre, on tolère ça ou pas ça. Non, le cadre chez papa c'est comme ça, le cadre chez maman c'est comme ça. Et l'enfant va s'adapter et ensuite lui il va s'enrichir. Parce que là, vous développez ses capacités d'adaptation. Ce qu'il ne faut pas, c'est que lui, il joue au chantage en disant oui, non, mais si je n'ai pas eu ça chez maman, je vais essayer de créer une dispute entre les deux adultes pour obtenir ce que je veux. Là, c'est à un moment donné, c'est que les deux adultes sachent qu'ils ont deux approches d'éducation différentes, mais en aucune façon, ils doivent s'affronter en voyant que c'est l'enfant qui mène le jeu. Là, les parents doivent rester adultes. Voilà, ça c'est vraiment essentiel et bien sûr trouver un consensus quand il y a une problématique, c'est se concerter avant, dire bon mais voilà moi je vais résoudre telle situation comme ci ou comme ça, qu'est-ce que tu en penses et s'en tenir à cette décision. Malheureusement il arrive des fois que une personne ne s'en tienne pas à la décision et là peut arriver la problématique où il y a une faille, où l'enfant va s'engouffrer dans cette faille. Mais ce qu'il ne faut pas, en grandissant, l'enfant il va savoir sur qui il peut s'appuyer vraiment, sur qui est solide et qui tient la parole. Donc l'autre conjoint a tout intérêt quand même à devenir une personne fiable parce qu'il pourra dire ou avec maman ou avec un tel, avec papa, je peux faire ce que je veux. Je peux faire ce que je veux, mais à un moment donné, si j'ai besoin, je sais que je peux compter sur le parent qui a un cadre, il va peut-être un peu râler, mais à un moment donné, vous diminuez. Il y a des règles que je dis essentielles, par rapport à la politesse, par rapport au respect, à la relation de confiance. Là, vous êtes transigeante. Après, vous pouvez négocier avec lui et montrer qu'il y a une évolution dans le contrat et au niveau de son autonomie, la construction de l'autonomie. Voilà, c'est là où vous avez une certaine latitude. Mais sur tout ce qui est, je veux dire, politesse, comportement à la maison, il y a des règles à bien définir qui doivent être communes aux deux. Ouais. Ça, c'est le minimum. Et est-ce que tu arrives dans ton rôle justement de conseillère principale d'éducation à voir, pas juger, hein, mais à voir si un enfant n'a pas forcément n'est pas dans une cohésion familiale, on va dire positive. Est-ce que ça rejaillit dans son comportement au collège, ou est-ce qu'il arrive à faire parfois pas bonne phase non plus, mais non, ils font très bien la distinction. Ils savent ce qu'ils peuvent obtenir avec papa et maman, et quand il y a divergence au niveau sur le plan éducatif, ils savent pertinemment comment se comporter, comment s'adapter. Ils sont d'une extrême lucidité. Il ne faut pas les sous-évaluer ni les sous-estimer par rapport à leurs compétences relationnelles. Par contre, ce qui arrive, c'est qu'ils savent mettre en place des stratégies pour obtenir ce qu'ils veulent. Et si ça ne va pas dans le bon chemin, attention. Là, ouais, c'est ça. Mais vous le voyez rapidement quand un enfant souffre justement d'un foyer, on va dire dysfonctionnel, comme on peut dire. Est-ce que ça se voit rapidement, ou est-ce qu'il peut aussi mettre en place des stratégies, justement, comme ils sont un enfant c'est assez imaginatif et créatif, mettre en place des stratégies pour vous empêcher de le voir, en fait? Est-ce qu'il y a des moyens, de toute façon, où vous pouvez le voir, même s'il adopte une stratégie? Alors moi, étant très spontanée avec les jeunes, je leur pose des questions et je leur dis à un moment donné de ne pas répondre ou de me dire d'arrêter. Donc, en général, le terme souffrance, oui, à un moment donné, il voudrait certains que papa et maman soient ensemble, ce n'est plus ça. Donc, c'est admettre la réalité. Moi, j'arrive pas pour dire papa et maman devraient être ensemble. La réalité, c'est qu'ils sont séparés. Donc, comment on fait pour avoir une bonne relation avec papa et maman? Et
C'est simplement là. Et je rassure sur le lien affectif en disant ton papa restera toujours ton papa et ta maman restera toujours ta maman. Ça, c'est indestructible. Après, la relation qu'il y a entre les adultes, ça se fait, ça se diffuse. Alors, là, on dit, bon, mais en fonction des situations, soit tu te tiens loin, mais on voit souvent plutôt des enfants qui essaient de manipuler un conjoint contre l'autre conjoint pour obtenir ce qu'ils veulent. C'est souvent cette configuration et ce cas qu'on voit se mettre en place. Et après, ça peut se répercuter. Eux, ils vont avoir après des relations avec leurs amis, ce que décrivait Linda, très exclusives. Où là, ils vont vouloir que ça soit très bien posé, très strict, pour avoir cette sécurité, parce qu'ils ne font plus confiance aux adultes. Ah oui. Alors, à ce moment-là, doivent arriver les grands-parents derrière ligne, à l'arrière-ligne. Et là, les grands-parents, il ne faut pas que les grands-parents émettent des tensions non plus. Il faut que les grands-parents, eux aussi, aient une cohésion. Il peut y avoir une tension, je veux dire, dans les parents, mais les grands-parents, eux, n'ont rien à voir dans cette relation. Donc, que ce soit d'un côté ou de l'autre, eux, ils doivent montrer une certaine unité. Donc, c'est les remparts derrière qui arrivent qui rassurent l'enfant. Si les grands-parents sont une grande unité, ça vient compenser et ça vient réguler. Et il y a l'écoute, parce qu'il ne faut pas oublier le rôle des grands-parents qui ont un temps, je veux dire, d'écoute. Il y a plus ce côté éducatif, puisque c'est laissé à leurs enfants. Sinon, ils vont se substituer à leurs enfants. Donc, c'est pas le but du jeu. Les grands-parents, on est là pour entendre le petit-fils ou la petite-fille raconter. Et oui, mais je voudrais dire ça à papa et à maman. Tu devrais t'y prendre un peu comme ça ou comme ceci. On a ce rôle-là de conseiller. Mais on est là pour arriver sur la surenchère et pas rentrer en compétition. Tu dois m'aimer plus moi en tant que grand-mère du côté du papa ou que la grand-mère du côté de la maman. Il faut arrêter cette pas de compétition là-dessus, de surenchère. On est ensemble autour d'un enfant. D'accord. Ça doit être vraiment posé et serein. Et on ne fait pas, ce n'est pas de la surenchère. On est là pour stabiliser. Et le lien là, qu'il soit qu'on s'entende bien avec son genre ou pas, n'a pas d'importance. C'est l'enfant avec le papa. Maman ou papa veut que ce soit comme ça, donc on va faire en fonction de ce que veut maman. Et là, comme ça, on assoit votre autorité et on renforce. Et vous êtes soutenu à ce moment-là. Il y a moins cette tâche. Parce que ça rajoute ça, ces relations-là en arrière qui arrivent. Ah oui, non, mais là, tu vas aller chez tes grands-parents. Alors, si c'est des grands-parents avec qui vous n'avez pas des bonnes relations, vous allez être un peu tendu et stressé, et l'enfant aussi. Oui. Donc, il faut vraiment apaiser. Oui, tu vas chez tes grands-parents, ça va très bien se passer. C'est pour ça que des fois, entre adultes, il vaudrait mieux avoir une réunion ensemble et dire... c'est ça. Depuis que je t'entends parler, Evelyne, et je souris parce que cette émission, en tout cas les mots que tu utilises, englobent au moins 2 ou 3 autres émissions qu'on a faites. Là, avec Père, on avait fait une émission sur comment être dans le moment présent. Une émission toutes les 3 sur quel ami êtes-vous. Il y a ces deux émissions principales qui arrivent, en tout cas ces sujets-là, parce qu'au final, cohésion familiale, dans ma tête, je te cache pas, moi c'était papa, maman et les enfants. Et en fait, je me rends compte que cohésion familiale, c'est pas que le noyau, c'est un peu beaucoup plus éclaté. C'est la famille, amis quand c'est fête, c'est la famille du côté des parents, aussi bien du côté de la maman que du côté du papa. Donc, et du coup, c'est vrai que c'est important d'avoir, cette cohésion-là, en fait, d'avoir les bonnes personnes, ce qu'on considère être comme les bonnes personnes autour de nous, déjà le noyau parents, avant même que les enfants n'arrivent, parce que du coup, les relations vont continuer, vont s'améliorer, vont s'enrichir avec l'arrivée des enfants, et les enfants pourront bénéficier justement des relations apaisées, enrichissantes avec que leurs parents ont avec leurs amis, donc deviennent des tatas, des tontons, chez qui on peut passer le week-end ou les vacances, et puis pareil, on a des bonnes relations avec nos parents aussi, et effectivement dans le rôle de parents, on est beaucoup plus apaisé, effectivement. Là par exemple, vous êtes moins seul. Vous êtes beaucoup moins. C'est simplement que vous avez tendance à vouloir tout maîtriser. Et moi, je dis, mais non, vous n'êtes pas seul. Il y a un ensemble de femmes, d'hommes, et il faut s'ouvrir. Son enfant n'est pas sa propriété. Ce lien-là, je veux dire, le lien avec votre enfant, même si vous le mettez en garde chez une amie. Moi, des fois, j'avais une amie qui les gardait et qui n'a pas d'enfant. Tout le monde me dit,
pas avoir d'enfants. Et elle le dit. Pour elle, c'est une charge. Donc, elle a décidé de ne pas avoir d'enfants. Mais je lui confie mes enfants sans aucun souci. J'avais aucun doute. Elle les gardait une après-midi. Il voyait une autre manière de vivre. Il disait, ben, avec elle, on peut regarder telle série, on peut faire ceci, on peut faire cela. Mais après, je savais qu'elle allait les recadrer. C'est voir la diversité de personnes autour d'eux, mais qui ont des mêmes valeurs, qui ont les mêmes critères, c'est-à-dire la politesse, à telle heure. Mais en même temps, moi, j'ai ma différence, ma particularité. Bon, ben, j'aime bien faire ça, c'est ma manière d'être. Ben, il découvre parce qu'il regarde votre interaction. L'enfant, vous l'avez avec vous, avec les autres adultes. Donc, pourquoi voulez-vous que ça s'arrête là? Au contraire, c'est vraiment sa richesse de voir votre environnement. Puisque vous y êtes bien, pourquoi votre enfant n'y serait pas bien? Et pourquoi ça ne lui apporterait pas des solutions quand il a des questions, d'aller voir votre meilleur ami en disant, voilà, je voudrais dire ça à maman, mais je ne sais pas trop comment je vais prendre, ou souvent, souvenez-vous, vous avez pris peut-être comme référence une amie de vos parents, un oncle, une tante, vous êtes confié à un moment donné, à un instant T, parce que c'était le moment, et c'est pas à vos parents que vous avez parlé. Parce que vous saviez qu'ils allaient être à votre écoute et vous aviez besoin de leur regard. C'est ça. Ils ont besoin de plusieurs regards. C'est ça. C'est votre essentiel, pas l'exclusivité. Ouais. Mais on a aussi maintenant, de nos jours, les familles recomposées, on en a de plus en plus. Et on a sûrement peut-être dans nos auditrices des belles-mères, comme on dit. Et comment on fait justement? Alors, dans le cadre des familles recomposées, votre conjoint avec des enfants, vous arrivez avec vos enfants. C'est vraiment voir les enfants de votre conjoint comme les vôtres. C'est vraiment avoir cette ouverture. Ça, moi, je dirais que c'est essentiel. Après, il faut laisser les enfants venir à vous et vous connaître. Et vous n'allez pas remplacer leur mère. Ensuite, aucun commentaire sur la maman. Quoi qu'elle fasse sur le papa, aucun commentaire. Ensuite, c'est vous, le couple que vous reconstituez, quel cadre vous mettez en place. Parce que si vous mettez un cadre, moi je m'occupe que de mes enfants, tu n'as pas le droit de parler sur ses enfants, là, bon, après je dis pas qu'il y a des règles, mais puisque vous êtes en train de reconstituer une unité, donc il faut redéfinir un cadre et que chacun ait sa place, c'est-à-dire que la belle-mère ait sa place en n'étant pas certes la mère, mais que le beau-père ait sa place en n'étant certes pas le père. Mais il a à peu près la même autorité, je veux dire, si un enfant fait une bêtise ou manque de respect, de le reprendre. Et accepter aussi son mode, parce que l'enfant va lui dire tu n'es pas mon père, mais il va s'attacher à lui. Oui. Voilà, il y a un attachement parce qu'il est là pour, il lui maintient un toit, il lui donne à manger, il y a des moments où il le câlinera, s'il est blessé, il le soignera. La personne est là quand même. Mais c'est plutôt comment vit l'ex-partenaire, la présence de cette nouvelle personne qui rentre dans l'éducation de son enfant. C'est comment elle est intégrée. Et ne pas voir cette personne en tant que rivale, mais plutôt qu'on me aide. Oui. C'est plutôt cette, moi je dirais cette perception-là, aller vers ce sens-là. Parce que si on voit comme rival, alors tout dépend comment s'est passée la séparation. Alors là, moi je dirais, les adultes, on n'est plus dans la cour de maternelle, on se pose. Hein. Là, il s'agit des enfants. Donc non, face aux enfants, je suis désolée, les problèmes d'adultes, on les résout à l'extérieur. Et là, on doit reprendre position en tant qu'adulte, adulte responsable, qui, oui, c'est pas de son sang cet enfant ou on veut pas, mais elle est là. La réalité fait que cette personne aura une autorité, va avoir un lien d'affection vis-à-vis de cet enfant. Ça, et il faut le laisser faire. Mais c'est pas pour autant que l'enfant va se perdre et va dire que la belle-mère devient sa mère. Ça, il faut pas avoir ce doute. C'est toujours cette peur, c'est affronter sa peur du perte du lien. On revient toujours. Ouais. La maman. C'est ne pas avoir, enfin, alors je vais pas dire en négatif parce que je sais que l'inconscient va pas l'admettre, c'est admettre que ce lien, il est indestructible. Voilà. Maman vous êtes, maman vous le restez. À partir du moment où on s'occupe de son enfant, où on a un lien, il le reste tout le temps. Ça, c'est indestructible. À partir du moment où vous partez là-dessus, vous êtes sécurisé, donc vous allez vous ouvrir. C'est simplement si vous avez cette insécurité en ayant peur de perdre l'affection de votre enfant. C'est se poser la question, pourquoi vous avez peur de perdre l'affection de votre enfant? Qu'est-ce qui va amener que votre enfant ne va plus vous aimer? Mais pourquoi? Avez-vous déjà vu un enfant qui n'aime plus sa mère? Non. Moi, j'ai jamais vu d'enfant qui n'aime plus leur mère.
Même s'ils ont un sentiment d'abandon, ils ont de la colère, mais ça marque leur affection. Oui, c'est vrai. Donc ça, il faut vraiment regarder de l'autre aspect. C'est plutôt de la souffrance qui va marquer. La souffrance, c'est parce qu'on aime la personne. Si on n'aime pas la personne, on ne souffre pas. Donc, on est d'accord qu'on on peut pas, ou c'est très difficile de surpasser la place de dépasser la place que le conjoint nous laisse auprès de ses enfants. Au conjoint d'autoriser, entre guillemets, le rôle qu'on peut avoir, qu'on peut jouer auprès de ses enfants, auprès des enfants du conjoint. Oui, Joël. Oui, c'est au conjoint des enfants c'est comme un enseignant. Vous êtes un enseignant, vous avez un stagiaire. Ouais. Vous prenez ce stagiaire, vous transférez l'autorité à ce stagiaire. C'est-à-dire que vous ne vous présentez pas en tant que stagiaire, vous ne dites pas, bon, ben voilà, il est venu devant la classe pour faire un cours, il est étudiant. Non. Il s'appelle monsieur un tel, professeur stagiaire, il va vous faire cours. Voilà. Vous êtes parent, vous voyez, vous avez une nouvelle campagne, vous dites, eh bien, écoute, ce n'est pas maman, mais elle va s'occuper de toi et vous allez apprendre à vous connaître. Et vous laissez du temps au temps. Après, pas d'interférence aussi, je veux dire, en tant que si jamais il y a le nouveau conjoint qui aborde pas la situation comme vous le souhaiteriez, ne pas intervenir devant l'enfant. Après, vous en discutez calmement. Il faut vraiment qu'il y ait de l'écoute parce qu'une famille recomposée, l'écoute entre les deux nouveaux partenaires qui ont deux visions peut-être des fois d'éducation, il faut laisser ce temps d'adaptation. Et moi, j'ai pu voir une émission là-dessus sur une famille recomposée, une personne qui a monté un site pour dire comment il fallait faire, quelle était sa méthode. C'est une des solutions. C'est pas la solution, c'est une des solutions. Et je crois que chaque solution, on l'a en soi. Et c'est en fonction de votre environnement et en fonction du revenu économique, du lieu où vous vivez, de la famille aussi. Parce que là, cette nouvelle famille, il va falloir la recontextualiser dans une famille beaucoup plus agrandie. Il va y avoir pas de grands-parents, il y en aura 4. Voilà, on multiplie tout. Mais quelle est l'importance? L'importance, c'est le lien affectif. Est-ce qu'on a besoin d'avoir le lien du sang? Là, on revient sur le lien du sang. Non, tu as 4 grands-parents, mais tu as 4 grands-parents. La famille s'agrandit, mais c'est très bien. Le tout, c'est que toutes ces personnes-là s'entendent, que les adultes s'entendent. Et dans cette mesure-là, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. La famille recomposée va repartir. C'est toujours que tout le monde trouve sa place dans cette nouvelle organisation. Premier rang, c'est-à-dire au sein du couple, et après les grands-parents, les oncles, les tantes, les amis, et les nouveaux amis. Ce qui est bien avec le principe de la cohésion familiale, c'est que ça dénote une notion de volonté commune. Oui. Il faut qu'il y ait qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des incompréhensions, qu'il y ait des frustrations, c'est pas bien grave. Mais tant qu'on a la volonté commune de vouloir arranger la situation, de l'améliorer, de la faire évoluer, que ce soit avec les petits bouts de chou, entre adultes, je crois qu'au final, c'est cette volonté-là qu'il faut avoir au final. C'est-à-dire que, quelle que soit la difficulté, ça n'a aucun lien à voir sur la relation affective. C'est sur une relation, je veux dire, tout autre. Et ça, il faut vraiment la séparer. La relation affective, il n'y a aucun problème. Alors, je veux dire, père, mère, c'est plutôt entre les deux adultes où ça peut se casser, les changements. Mais entre enfants, elle ne change pas. Par contre, la relation parent, je veux dire, adulte-enfant, bon, ben là, des fois, on se comprend pas. Bon, mais on ne comprend pas, on essaie de redéfinir un cadre et de voir comment on peut, sur quel levier on peut jouer pour faire évoluer la situation. Et des fois, c'est comme un engrenage, il suffit de toucher, il suffit de parler à une oncle, une tante ou une grand-mère. Est-ce que tu peux lui faire passer ce message? Et le message va mieux passer parce qu'il n'y aura pas ce conflit-là. Tu sais, j'en reviens encore à ça, l'intimité qu'on a, parce que c'est une famille, c'est qui je reçois chez moi, avec qui, quel genre de personnes mes enfants me voient côtoyer, quel genre de personnes. Donc je crois que c'est important de ne pas négliger le type de personnes que l'on côtoie, quand j'ai côtoie, qu'on ramène chez nous, avec qui on déjeune à la maison, que les enfants voient, je veux dire, avec qui tu disais qu'on partage des valeurs communes. Ils ont une influence, hein. Mais si vous les laissez rentrer, vous, dans votre espace proche, parce que vous les avez reconnus, sinon vous les tenez à distance, ils ne reviendront pas chez vous. Après, vous pouvez recevoir chez vous en relation professionnelle,
Mais là, à ce moment-là, vous dites à vos enfants, mais c'est un repas professionnel. L'enfant va faire la distinction, parce que de toute manière, il y sera ou il y sera pas, ou il verra, et c'est la collègue, mais il fait la distinction. Et il voit les différentes relations que vous pouvez avoir. Cette diversité, tout le monde n'est pas au même niveau. Et vous ne laissez pas rentrer toute personne, si je dessinais des cercles autour de vous, au même niveau. Hein, comme on dit amis, relation, amis, copines, camarades. Bon, alors chacun a sa hiérarchie, hein. Tout le monde. Mais moi, je parle en danse. En danse, on a des cercles en espace. Je mets pas tout le monde au même niveau sur le cercle. Je ne laisse pas arriver quelqu'un dans mon espace proche comme ça, parce que sinon vous êtes une énorme vulnérabilité. Il y a là, il y a un souci. Après. Mettre tout le monde loin aussi, c'est une problématique, c'est trouver un équilibre. Donc, les personnes que vous avez autour de vous, dans votre environnement proche et depuis un certain nombre d'années, vous ne posez pas des questions. C'est que vous avez les mêmes valeurs. Donc, pas d'inquiétude. Il n'y a pas de souci. Ouais, c'est ça. C'est partie de votre vie. Non, c'est sûr. C'est sûr. Pour être sur un plan, on va dire, plus léger, plus ludique, est-ce qu'on pourrait avoir un peu, genre, le top 3 des activités familiales? Alors, les animations, je vais revenir à vous, tout dépend de la famille. Ça peut être le cinéma si vous êtes des cinéphiles. Si toute la famille a un point commun, c'est le cinéma, c'est sûr que vous allez voir une pièce de cinéma. Si c'est du sport, vous allez pratiquer une activité sportive. Si c'est la cuisine, vous allez pratiquer ensemble un repas et partager ce repas. Donc c'est quel est le point commun où toute la famille s'y retrouve et éprouve un énorme plaisir et désir. Donc c'est là, il n'y a pas une, je vais pas dire telle activité plutôt que celle-là ou celle-là. C'est pour ça qu'il faut bien connaître sa famille. Et il faut bien connaître à quel moment vous êtes très liés. Moi, je sais pas, ça peut être des fois une série télévisée où tout le monde est captivé par cette série télévisée. Donc, ensemble, vous allez vous préparer devant cette série télévisée, vous allez partager ce moment et en discuter avant et après. Ça sera mais ça peut être, pour d'autres personnes, aller partager une activité sportive. Il n'y a pas, voilà. Il n'y a pas de règle, il faut voir. Je veux dire, chez chacun, comment vous le ressentez, comment vous le voyez au niveau de votre famille. Et puis, même vous vous trompez sur une activité, mais c'est pas grave. Bon, mais là, en fin de compte, et puis des fois, c'est pas le bon moment. Il y en a qui n'y sont pas. C'est en fonction de son état d'esprit. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, ça s'est pas très bien passé ou comme je l'aurais souhaité. Ne faites pas une projection comment ça va se dérouler. C'est, allez, ça arrive, ça va. Vivez le moment présent. C'est vivre le moment présent. C'est de vouloir tout contrôler. À ce moment, on voudrait tout contrôler, que ça soit parfait. Non, on laisse venir, on vit le moment présent, on réajuste par rapport à l'imprévu. Et puis, des fois, vous pouvez complètement changer. Par exemple, vous partez au cinéma, puis vous voyez des amis, puis vous partez au resto et vous allez faire autre chose. Pas se fermer parce qu'on avait décidé d'aller au cinéma. Non, mais il y a autre chose qui se présente. On a une envie, on laisse passer là. Et c'est le désir de tout le monde. Tout le monde, on pose la question à tout le monde. Et ce qui est paradoxal avec la situation qu'on vit, enfin la période un peu, j'appelle ça un peu bizarre qu'on vit depuis des mois avec la Covid-19, c'est que j'ai l'impression que de plus en plus, que ce soit au niveau des entreprises, même bref, au niveau de la famille même, on remet l'humain au cœur des relations. Oui. J'avais la sensation que j'avais un peu perdu ce côté-là avec tout ce qui est technologie. Qui est, je suis là, mais je ne suis pas là parce que voilà, je suis sur mon téléphone, sur mon ordinateur et tout ça. On fait une activité ensemble, mais en fait, on est ensemble dans la même pièce, mais c'est séparément. Et j'ai l'impression que le fait d'avoir été confiné et de n'avoir pas pu voir, toucher les grands-parents ou les amis, les tatas, les tontons qu'on aime beaucoup, c'est quand on se revoit. On est beaucoup plus dans le moment présent, on est beaucoup plus, j'ai l'impression on passe peut-être 1 heure, mais avec les masques ou pas machin, mais c'est une heure qui est pleine. Oui. Et donc peu importe effectivement l'activité un peu ludique qu'on peut faire, on la savoure et bon, paradoxalement, est-ce qu'il a fallu ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi il a fallu qu'il y ait un truc aussi catastrophique, parce qu'il faut bien le dire, la Covid-19, il y a des morts et tout ça. Pourquoi on remémore? Est-ce que c'est l'être humain qui est comme ça de manière générale? Est-ce que c'est la société qui fait ça? C'était des questions existentielles que je me pose, mais ça fait
un peu. Mais je pense que ça, on revient, comme je disais au début, c'est le rapport au temps. Là, on s'est retrouvé plus d'activité et enfermé chez soi. Donc, même, et la relation au temps où le temps on le vivait différemment. Il n'allait pas aussi vite, pourtant, il se déroule de la même façon, hein, sur la mesure. Je n'avais pas pu dire rien. Mais on avait l'impression que cette horloge tournait plus doucement. Donc, c'est au niveau des activités, comment prendre le temps, alors qu'on est dans la précipitation de vouloir faire plusieurs choses dans la journée et qu'on nous impose un rythme aussi. Donc, pendant ce temps, on ne prend pas du recul et on ne réfléchit pas et on rentre sur le côté pulsionnel, consommer et vouloir caser, ça y est, j'ai réglé ça, je passe au suivant et j'enchaîne et j'enchaîne. Tandis que là, on n'avait plus besoin de cet enchaînement. Il fallait un peu redécouvrir. Vous verrez que vous avez pu constater qu'on a fait d'énormes travaux dans la maison pour redécorer son environnement, alors qu'avant, on n'aurait pu le faire. Moi, beaucoup de personnes ont fait des travaux, les peintures, les tapisseries, le décor, parce que c'était leur environnement et qu'ils estimaient que c'était important de mettre cet environnement où ils vivaient. Ou en fin de compte, avant, ils ne faisaient que passer. Ils dormaient, ils mangeaient, et ils faisaient autre chose. Et là, ils sont dans ce milieu et ils ont voulu s'approprier. En décorant ce milieu, ils se sont appropriés de leur environnement et requitter cet environnement devenait plus problématique. Pareil, redécouvrir son enfant. L'enfant qui d'habitude va à l'école, puis ses activités, je l'ai quasiment qu'en fin de journée, et puis pendant les vacances, les centres de loisirs, en fin de compte, cet enfant, il n'a plus que 5 semaines de vacances, si on réfléchit bien. Quand vous êtes en vacances, il est soutenu. Alors, là aussi, je redécouvre cet enfant, mais j'ai plus moyen de l'amener consommer des activités à l'extérieur où je délègue personne. Il a fallu que je fasse avec lui. Et à un moment donné, je me suis retrouvée un peu démunie face à cet enfant qui demandait beaucoup. Et moi, à côté, il y avait le télétravail. Donc, comment concilier ça? Et je me découvre que mon enfant n'est plus autonome. L'autonomie, c'est on pensait qu'en consommant, on construisait l'autonomie. Non. Ça, c'est une petite erreur de dire non, on n'a pas construit l'autonomie, on a construit la consommation. L'autonomie dans la consommation, mais pas l'autonomie dans la gestion de son temps, dans la gestion, je veux dire, par rapport à ses activités dans un endroit, dans un milieu qui peut être assez fermé. Mais après, c'est une prise de conscience. Et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Le Covid a amené cette prise de conscience et aussi a mis en exergue un certain mal-être qui était quand même sous-jacent, mais qui était par le fait du rythme de vie et je veux dire de la consommation, de tout comment on est attiré pour aller acheter quelque chose ou aller se promener à droite ou à gauche et aller chercher le calme ailleurs que peut-être on l'avait juste à côté de chez soi et avec des gens tout à côté de soi. C'est vrai, du coup, on a tout intérêt avec la période actuelle où on se retrouve tous ensemble à la maison, à vraiment garder cet équilibre dont tu parlais entre, oui, le rituel, le cadre, mais aussi le lâcher prise et le fait de pouvoir intégrer l'imprévu et qu'on puisse aussi ne pas culpabiliser, puisque effectivement, comme on est tous ensemble et qu'on doit aussi faire peut-être plus d'activités et être moteur des activités de son enfant, ne pas que ce soit trop rigide et qu'on ait l'impression que si on n'a pas fait ça à telle heure, comme ça, ce soit la fin du monde. Donc, il y a tout intérêt vraiment à pouvoir bien articuler, bien équilibrer les choses entre, ce qu'il y a à faire, le rituel, le cadre, mais aussi un peu de lâcher prise et une absence de culpabilité sur certaines choses, quoi. Mais au final, avoir confiance en soi. C'est ça. Si on a confiance en soi, qu'on a une bonne estime de soi, forcément la culpabilité ne sera plus là. Elle diminuera parce que vous savez, vous dites oui. Mais après, je fais ce que je peux et puis apprendre à être tolérant vis-à-vis de soi-même. La perfection, mais c'est pas possible. Enfin, on peut tendre, mais à quel prix? Est-ce que c'est le prix d'être hyper tendu et hyper strict? Non. Après, il faut trouver un équilibre, il ne faut pas être, laisser aller, il n'y a plus d'horaire et ceci. C'est trouver le juste. Voilà, c'est toujours une histoire. À partir du moment où on a cet équilibre, il n'y a plus de soucis. Alors, c'est sûr que c'est par moment, on passe d'un côté où on va être plus sur la rigueur parce qu'on se rassure, qu'on a besoin à un moment donné d'avoir l'impression de contrôler. Mais se poser la question, pourquoi j'ai besoin de contrôler? Est-ce que là, cette situation nécessite ce contrôle-là
oui ou non. Et c'est se dire, bon, est-ce que c'est pas plutôt pour calmer mon angoisse ou il y a une autre problématique que je dois traiter différemment? C'est ça. Voilà, c'est apprendre à se connaître. Ah là là. Ce sujet, merci Evelyne, ça passe tellement vite. Vite, je fais déjà bientôt 1 heure, effectivement, qu'on se parle. Et c'est un sujet tellement vaste, tellement. Ouais, on peut le prendre sur tellement d'angles que ouais, moi j'ai hâte de refaire une autre émission sur. Parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, là, le lâcher prise, arrêter de se culpabiliser. Et ouais, c'est ça. Et j'ai hâte de faire d'autres émissions. Et la norme. Non, il n'y a pas de norme. Elle est personnelle, la norme. Si j'ai bien compris. Effectivement. Ouais, non, mais j'espère que ça va déculpabiliser le maximum d'auditrices qui nous écoutent et même d'auditeurs, parce qu'il y a aussi des hommes qui nous écoutent, et que oui, c'est un peu ça, c'est rafraîchissant et c'est rassurant de se dire qu'il n'y a pas une cohésion familiale type. Il y a celle qu'on construit et celle qu'on voudrait avoir en rapport avec son conjoint, sa conjointe, et puis tout le. Il y a le cercle, les cercles qui font le grand cercle familial et tout ça. Donc oui, c'est rassurant. Moi, j'en ressors comme d'habitude toujours bien avec mon sac bien plein de bonnes ondes et de positivité. Donc merci Evelyne pour ce bonbon. Merci à vous. Moi, j'appelle ma mamie tout de suite, la mamie de ma fille, pour lui déléguer un petit peu de choses. Merci beaucoup Evelyne, merci de nous avoir accompagnés. On se retrouvera certainement, c'est sûr, pour une prochaine émission. Et voilà, merci Linda. Merci à vous, merci Joël. Merci. À bientôt. La femme de la mère et de la pro. À bientôt. Bientôt.